on enchaînera les portes dans nos écoles le mercredi. Un petit croissant, un petit bouteille d'eau. Monsieur Hanot, expliquez-nous pourquoi vous manifestez aujourd'hui contre les rythmes scolaires. Alors on manifeste précisément contre la réforme des rythmes scolaires qui a été entreprise par Vincent Payan. Donc je précise que c'est la partie réforme des rythmes scolaires et pas la totalité de la loi de refondation de l'école. Et donc sur le principe, on est pour le fait de réformer les rythmes scolaires, mais simplement ce qu'on constate, pas directement dans ma ville, mais dans beaucoup de villes où cette réforme a déjà été mise en place, on constate que ça ne fonctionne pas, qu'il y a énormément de difficultés, qu'il y a des problèmes de financement, des problèmes de personnel, de recrutement. Donc que sur le papier, cette réforme était une bonne idée, mais on constate qu'elle n'est pas praticable, simplement parce que, j'ai envie de dire, les moyens n'y sont pas. On constate également que ça creuse des inégalités entre les enfants des villes riches et les enfants des villes pauvres. Enfin, c'est un problème complexe que beaucoup de gens ont du mal à percevoir. Justement, qu'est-ce qu'elle change, cette réforme par rapport à la précédente? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qui ne passe pas pour vous? Alors, la réforme... Pardon. Non, mais Jim, c'est qu'en fait, ça va pas modifier. Les enfants vont pas être... parce qu'on dit qu'ils sont trop fatigués. Et en fait, ça va pas. Ils vont pas être moins fatigués. Parce que c'est pas en faisant ça qu'ils seront moins fatigués. Mais vous pouvez nous redonner le détail de cette réforme, nous dire exactement, parce que nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, qu'est-ce qui change concrètement? Alors ce qui change, c'est que lors de la précédente réforme des rythmes scolaires qui date de 2008, qui a été faite sous le ministère d'Arcos, ce qui avait changé, c'est qu'on était passé de la semaine de 4 jours et demi à la semaine de 4 jours, en essayant de maintenir dans le même temps scolaire le même programme éducatif. Or, le problème qu'il y a, c'est que suite à cette réforme, on a constaté que c'était trop chargé, que les enfants n'arrivaient pas à suivre, que les enseignants ont beaucoup de mal à arriver au bout du programme. Et tout ça se fait aussi dans le cadre de non-remplacement des départs en retraite des enseignants, de l'augmentation des effectifs des classes. Donc il y a tout un corpus de problèmes. Et donc les rythmes scolaires, c'est un des éléments du problème. Or, cette nouvelle réforme qui arrive, sur le principe, consiste à dire, puisque les enfants n'arrivent pas à tout faire en 4 jours, faisons-le en 4 jours et demi. Sauf que la coupure méridienne, c'est la coupure, on va dire, de milieu de semaine du mercredi, on constate qu'elle est nécessaire, que les enfants en ont besoin, sinon ils sont épuisés. Et donc beaucoup d'enseignants où la réforme a été passée nous le disent, dès le jeudi, les enfants sont cuits, ils n'y arrivent plus, ils ne suivent plus. L'autre problème aussi qui se pose avec cette réforme, ce qu'elle change, c'est qu'elle insère, en décalant des créneaux de temps d'enseignement de chaque jour et en les tassant le mercredi, cette réforme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remplace ces créneaux d'enseignement par ce qu'ils appellent des TAP, c'est-à-dire des temps d'activité périscolaire, qui sont d'une part non obligatoires, qui, selon la fortune des communes où ça se passe, peuvent être plus ou moins intéressants, plus ou moins bien encadrés, selon évidemment les budgets, puisqu'il y a beaucoup de communes où il n'y a juste pas les moyens. Pour faire ces travaux-là, il faut des animateurs, il faut des professionnels qui soient formés correctement. Et le problème qu'il y a, c'est que dans beaucoup de villes, ça se traduit par des embauches de travailleurs précaires. Et on a aussi un autre problème avec cette réforme, tout simplement, par rapport justement à ces temps d'activité périscolaire, c'est que, on le voit, le contenu même est sujet fortement à caution. Et on sait également que le financement de tout cela, pour l'instant, est compensé par ce qu'on appelait le fonds d'amorçage, qui en fait va taper dans le budget de la Caisse nationale d'allocation familiale. Mais c'est un budget de 50 € par élève dans les villes, on va dire, normales, et dans les zones d'éducation prioritaire, c'est un peu plus, alors qu'en moyenne, la réforme coûte entre 150 et 300 € par élève chaque année. Ça veut dire que l'argent pour financer tout ça, il va chercher où? Dans la poche du contribuable, d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir aussi que le fonds de caisse d'allocation familiale vient aussi au début du contribuable ou des entreprises. Donc on a un vrai problème d'équilibre là-dedans. Et encore un dernier problème qui est un problème, on va dire de péril, de mise en danger simplement des enfants, c'est que la réforme impose un changement des taux d'encadrement, puisque jusqu'ici... Désolé pour le boucan. On vous entend. Très bien. Jusqu'ici,
on avait un maximum de 12 enfants de moins de 6 ans par adulte et un maximum de, je crois, 14 enfants de plus de 6 ans par adulte. On va arriver jusqu'à 18 enfants par adulte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une fête d'anniversaire chez vous avec une dizaine de mômes, c'est déjà ingérable. Imaginez avec 18, ça ne tient pas la route. Voilà. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des points positifs sur le papier sur cette réforme. Quels sont ces points ? Alors, sur le papier, ce qui aurait été sympathique, parce que c'était l'objectif au début, enfin en tout cas je le pense, parce que bon, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que l'intention de départ était de dire, essayons de faire en sorte que tous les enfants qui n'ont pas forcément l'argent, tous les enfants des communes qui n'ont pas forcément l'argent, le budget pour avoir justement accès à des activités, on va dire, culturelles ou éducatives, enfin récréatives, qu'on puisse leur en offrir. Sur le principe, c'est pas mauvais, mais pour que ceci ait lieu, il faut qu'il y ait un engagement de l'État qui soit équivalent partout. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment un transfert de responsabilité, un transfert de financement vers les collectivités locales, ce qui revient à dire en gros que les villes riches pourront et les villes pauvres ne pourront pas. À l'heure actuelle, quelle est la réponse ou quelles sont les réponses que vous donnent les pouvoirs publics sur vos revendications ? Alors jusqu'ici, en termes de réponse, on a eu droit à un petit peu tout. On a eu droit à beaucoup d'expressions de mépris de la part des services du ministère. On a aussi, puisqu'il y a plusieurs enseignants qui font partie du collectif des Gilets jaunes, qui est, je précise, un collectif apolitique, en tout cas qui se revendique comme tel, ça c'est sûr. Ce qu'on a eu en fait comme réponse, on a eu pas mal de mépris, pas mal de dédain. On a eu aussi des consignes officielles à l'intérieur des inspections académiques pour dire aux enseignants n'allez pas manifester, ne participez pas à ces choses. Donc on a eu des consignes, on va dire, semi-officielles, puisque on va dire ça ne le fait pas pour un enseignant d'aller protester contre ce truc-là. Et puis d'une manière générale, on nous traite un petit peu de gentils illuminés. Or, le problème qu'il y a, c'est qu'aussi on nous mélange, bien malgré nous, avec un certain nombre de gens qui, eux, pour moi en tout cas, sont vraiment des illuminés. Je pense à tous ceux qui ont fait toute cette théorie fumeuse de théorie du genre à l'école, qui est une espèce d'aberration sans nom et avec laquelle les Gilets jaunes n'ont strictement rien à voir, soyons clairs. Et voilà, donc tout ça, ça fait que malgré le Gilet jaune, on a du mal à être visible. Et malgré la bonne volonté qu'on met, on a du mal à essayer de faire prendre conscience aux gens que ça les concerne, parce que, dernier petit mot, ça ne concerne pas que les parents d'élèves, puisque tous les contribuables de toutes les communes de France, dom-tom compris, vont payer pour ça. Juste une toute dernière précision, cette réforme des rythmes scolaires devait être appliquée quand ? À la rentrée prochaine ou elle l'est actuellement ? À l'origine, elle était prévue pour être appliquée dans un premier temps pour les villes qui étaient prêtes en 2013 et pour les villes qui, on va dire, n'avaient pas encore pu s'organiser en 2014. Et donc, on va dire que d'une certaine manière, les dispositions légales qui ont été prises ont fait en sorte que que l'application de cette réforme peut encore être d'une certaine manière vécue comme une expérimentation, mais clairement le décret a été passé. Il y a un certain nombre d'éléments du code de l'éducation qui ont été modifiés à l'occasion de cette réforme. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une véritable obligation pour les communes de l'appliquer en 2014. Donc septembre 2014, c'est demain. Et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut qu'on se bouge. Il y a eu cette idée folle, un jour de faire cette réforme. Il y a eu cette idée folle, un jour de faire cette réforme. C'est sacré payant, c'est sacré payant. Payant réforme, payant, si tu savais, la réforme où on savait. Aucune hésitation. Non, à la réforme payant. Un dromadaire, il faut respecter son rythme. Si vous essayez de forcer le rythme d'un dromadaire, il se couche. Et on s'est aperçu que dans la réforme de Payan, là où il la mettait en place, on ne respectait pas le rythme en réalité des enfants. Et du coup, ils se couchaient, ils s'endorment, même en classe. Et donc, les dromadaires sont très proches des enfants là-dessus. Et puis, beaucoup plus sérieusement, on avait envie d'une manifestation festive, on avait envie que les enfants soient heureux, on n'avait pas du tout envie d'un truc revendicatif chouinard. Et que vous voyez que c'est plutôt très gai et plutôt très sympa. Donc on a amené nos dromadaires, nos poneys et notre sourire.